Bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Eh bien, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et bonne écoute. Bonne écoute. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on est avec Jessie, coach vocal. Bonjour Jessie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer. Peux-tu nous raconter ton parcours ? Est-ce que tu as toujours été dans la musique, coach de chant, tes différents métiers avant, tout ça ? Oui, j'ai fait pas mal de choses. C'est un peu difficile à raconter dans le sens où il faut repartir de loin, mais on va essayer d'y arriver. Par quoi je vais commencer déjà peut-être le parcours, les études. Ça commence un petit peu par là. Moi, j'ai fait mes études à la fac. J'étais en master de musicologie. Je suis en master 2 d'administration culturelle. Bref, j'ai fait des trucs comme ça liés à la musique. Et en parallèle, j'avais un double cursus puisque je faisais le conservatoire en tant que chanteuse lyrique. Voilà, puisque c'était ma passion. J'ai eu un parcours un peu atypique, mais bon, c'est la plupart du temps le cas pour les entrepreneurs. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer vraiment dans le coaching vocal ? Alors, j'ai fait plein de choses et le coaching vocal s'est révélé être une opportunité qui a fonctionné. Donc, quand je suis sortie de mes études, d'abord, je voulais devenir compositrice à l'image. J'ai travaillé dans ce secteur pendant 1 année parce que je me suis lancée toute seule et je me suis accordé 1 an en me disant il faut que ça marche au bout d'1 an, sinon il faut que je passe à autre chose. Alors c'était un défi un peu bref mais intense, et en fait au bout de 6 mois, comme c'était un secteur particulier, j'ai pas réussi à avoir les retours que je voulais. Et j'ai décidé de basculer sur autre chose. Et en fait, en parallèle, comme j'étais déjà prof de chant pour des amis, on va le dire ça comme ça, disons que j'aidais déjà des gens à chanter, j'ai eu de plus en plus de demandes. Donc, c'est finalement le hasard qui a fait que il y a eu, au moment où je cherchais une nouvelle activité, j'ai eu de plus en plus de demandes en tant que prof de chant. Donc, il faut savoir qu'en parallèle, j'avais déjà mon prix de chant lyrique, que je faisais beaucoup de métal à côté, parce que j'ai une double casquette un peu particulière. Et voilà, ce qui m'a permis de me lancer dans le coaching vocal. Et du coup, tu as eu ton groupe de musique avant ou après le coaching ? Alors, mon premier groupe de musique, je devais avoir 13 ans. Ah oui. Donc, j'ai commencé vachement tôt le groupe, le métal. Moi, je commençais je chantais, je criais, c'était la fête. Et puis, j'ai décidé... en fait, je suis tombée sur le film du 5e élément, où il y a la diva bleue. Et là, j'ai eu un coup de cœur en me disant, je veux être elle. Rien que ça, voilà. C'était les ambitions modestes d'une jeune ado. Je dis, tiens, la diva bleue, ça a l'air dur, ça me plaît bien. Et j'en ai parlé autour de moi, enfin mes parents principalement, et ils m'ont dit il faut aller au conservatoire. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué au conservatoire. Mais à côté, j'avais toujours des groupes. Et ce qui a d'ailleurs mis des choses un peu en confrontation, puisque au conservatoire, en fait, on m'a demandé d'arrêter le métal. Oui, on m'a demandé, puisque en fait, pour eux, former une voix lyrique, c'est former quelqu'un avec une voix qui doit être pure, protégée, etc. Et ils avaient l'impression que la pratique du métal était une pratique dangereuse pour les cordes vocales et que du coup, j'allais saccager le travail qu'ils fournissaient avec moi. Donc, moi, je leur ai dit oui, je vais arrêter, oui. Voilà. Parce que j'étais une ado et que de toute façon, on n'allait pas m'arrêter comme ça. Et j'ai continué le métal, et justement, à mesure que j'ai progressé en chant classique, j'ai progressé en métal. Ok. Et t'as appris toute seule le chant métal ou ? Alors, en grande partie,
J'ai commencé toute seule, comme tout le monde, à crier très mal, en me faisant mal, en faisant n'importe quoi. Et en fait, grâce au conservatoire, j'ai vraiment appris des choses sur l'organe, sur le larynx, sur vraiment les techniques de chant. Et je les ai appliquées au chant saturé. Donc j'ai appris toute seule à débloquer certains chemins, à vraiment comprendre les mécanismes. Et ensuite, j'ai suivi également quelques petites formations à gauche, à droite. Mais c'était pas courant, en tout cas pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, je suis très contente de pouvoir enseigner le chant saturé parce que ça permet aux gens de se protéger et de pas faire des bêtises et pas s'abîmer la voix pendant 10 ans. Est-ce que du coup tu pourrais nous partager une semaine type que tu as l'habitude un Oui, peu? une semaine type, c'est compliqué parce que je n'ai jamais les mêmes semaines. Si j'ai quand même essayé de faire un modèle, donc alors moi j'aime bien dire que je suis artiste entrepreneur parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis chanteuse, donc je suis artiste lyrique, artiste métal. Donc ça, je l'utilise surtout en tant que chanteuse session. Donc j'enregistre pour des productions euh, à l'international. Donc j'ai de la chance, on me contacte pour mettre la voix sur un projet. Donc je fais ça, je donne des cours de chant. Je suis coach vocal, donc ça veut dire que je travaille avec des gens qui ne sont pas chanteurs, mais qui peuvent être orateurs en particulier. Donc je travaille avec la justice, la cour d'appel de Paris, d'Angers, de Rennes. J'ai créé ma tisane, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc je fais plein d'activités particulières et je fais des masterclass, des conférences. Et donc tout ça, il faut le caler dans une semaine. Donc c'est ça votre question. Alors, en général, donc j'ai des cours en ligne et en présentiel. C'est quand même le plus gros de de mon calendrier par semaine. En général, le matin, quand même, je fais de l'administratif, puisque en France, il faut faire de l'administratif. C'est la France. Donc l'administratif, c'est répondre aux mails, faire de la compta, vérifier qu'on n'a rien oublié. Moi, il y a quand même la gestion de planning avec les élèves. Voilà. Puis gérer un peu la com. Voilà, ça c'est important. Et puis les nouvelles dates pour les projets à venir. Ensuite, je fais des cours. Je travaille et aussi, j'essaie de travailler ma voix tant qu'à faire. Donc, je travaille beaucoup. J'ai de la chance, comme je donne des cours toute la semaine, je travaille ma voix toute la semaine. Mais il me faut des temps aussi pour moi, pour travailler pour mes groupes, pour mes concerts. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, en général, j'essaie de ne pas travailler officiellement le samedi. Donc, j'ai un week-end, c'est le dimanche, lundi. Ça, c'est super important. C'est très important de se préserver. Euh, et le samedi, en fait, je le consacre justement aux prestations un peu ponctuelles. Tout ce qui est masterclass, conférences, et puis les concerts. Les concerts. Donc, je tourne avec un groupe qui s'appelle Ousquam. C'est un groupe de black metal. Et puis, on fait des concerts. On essaie d'en faire le vendredi, le samedi, parfois le dimanche. Et ça m'évite de tout chambouler mon planning en laissant libérer. Voilà, c'est ça, en essayant de libérer le week-end au moins. Ok. Voilà pour ma semaine. Et vous faites des tournées ou des concerts Alors, on essaye. Alors, on n'a pas de tourneur. Donc, ça limite le projet tourné parce que c'est très compliqué à faire tout seul. Là, ce mois-ci, on a 2 concerts d'affilée. Donc, c'est bien. Mais en général, on arrive difficilement à faire 3 dates d'affilée. Enfin, plus de 3 dates d'affilée parce qu'on n'a pas forcément le carnet d'adresses pour le moment. Oui. Voilà. Mais on essaie de faire un concert ou 2 par mois, à peu près. Et plutôt sur Le Mans, du coup? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc là, les prochaines dates, c'est Bordeaux et Nantes. Ok. On a joué en région parisienne, en Bretagne, en Belgique. Non, vraiment, on est mobile. Ah, vous tournez partout, c'est cool. Ouais, on tourne dans toute la France et puis plus si affinité. Ok.
Voilà. Et quels, du coup, ont été tes plus grands défis que tu as dû relever pour en arriver là aujourd'hui? Alors, il s'est passé plein de choses et alors moi, je suis du coup indépendante depuis à peu près, 2012. Donc ça remonte maintenant. Mmh. Nous sommes en 2026, je suis vieille. Et quand j'ai commencé, je me suis vraiment consacrée, vraiment à fond dans les cours de chant. Je travaillais énormément et j'ai fait, un burn-out et ça a été un super gros défi sur plein d'aspects, parce que c'était assez, brutal. Bah, c'est un burn-out, c'est la définition de toute façon. C'est Mmh. du jour au lendemain, il y a un truc qui fait qu'on peut plus y aller, on Mmh. peut plus aller travailler et je me suis retrouvée vraiment, démunie et j'ai dû travailler sur moi pour guérir et remettre en perspective, mon travail et mon activité. Et ben, en fait, ce burn-out, ben, ça m'a beaucoup aidée, parce que ça m'a permis de gagner en maturité sur mon projet professionnel et sur mon entreprise. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que je faisais pas bien qui m'a poussée jusque-là? Mmh. Et finalement, j'étais une méchante patronne pour sa méchante employée. Et ça, c'est une quête enfin, c'est un point sur lequel je suis assez vigilante, parce qu'il faut être rigoureux, faut être professionnel, faut pas toujours, s'écouter dès qu'on est, fatigué, pour un petit truc. Mais par Mmh. contre, faut être vigilant, il faut s'accorder du temps et il faut se respecter. Et donc, à la fin de ce burn-out, j'ai eu peur de ne pas pouvoir reprendre en tant qu'indépendante. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu ma première et seule expérience en tant que salariée dans une entreprise. Ça a duré 1 an. OK. Mais la musique me manquait trop, donc Mmh. finalement, je suis retournée, à l'entrepreneuriat. Mais le défi a été vraiment de me faire confiance et de me dire que j'allais pouvoir être, une gentille patronne, Oui. mais que mon projet allait pouvoir être viable avec des nouvelles conditions de travail, un peu plus, Mmh. souples. Je vais Mmh. dire ça, comme ça. Oui. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. J'aime bien l'image parce que c'est vrai quand on bosse tout seul, on a à la fois le patron ou la patronne, mais on est Oui, Oui, bah aussi oui. du coup nos propres employés, quoi. c'est Mmh. ça. Ouais. Et moi, je dis souvent, enfin, des fois, j'ai pas envie de travailler et je dis que mon patron intérieur est pas content. Puis, finalement, mon employé me dit: «Ouais, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller» Mmh. et parfois, il y a le Oui, syndicat au milieu de tout ça. c'est ça. Donc on essaie de trouver des perches. On se dit: «Bon, bah, aujourd'hui, on va quand même bien travailler et puis demain, on va lever le pied». Mmh. Heu, voilà et puis j'ai aménagé ma semaine enfin, je sais que j'ai des temps de repos ou en tout cas des temps pour décompresser et ça, je sais que c'est grâce, bah, aux erreurs que j'ai pu commettre, plus jeune, et en tant qu'entrepreneur, un peu trop, motivée, je vais dire ça comme ça. Mmh. Du coup, j'ai voulu, trop en faire et je me suis cramée, voilà la Oui, définition du oui, burn-out. Je oui. me suis cramée. Donc maintenant, je suis vigilante et curieusement, bah, je travaille beaucoup mieux, je le vis mieux et c'est beaucoup plus viable pour Mmh. tout le monde. Mmh. Voilà. Ouais, en plus, c'est un peu ce qu'on vit. Il s'arrête jamais non plus. Oui. Et on n'arrive pas, on n'est pas encore dans la phase où on gère, je crois. Enfin, C'est dur. Mais c'est un c'est équilibre super à dur. trouver, Mais oui, c'est très Mmh. c'est On pas facile, est ouais. parce que t'as envie de faire plein de trucs et tu te rends compte que tu peux pas tout faire et c'est frustrant et fatigant au bout d'un moment parce que tu ouais, peux plus et du coup tu fais plus rien parce que tu arrives au bout et du coup t'as tout qui s'empile c'est ça. Et et après soit tu es dépassé, soit tu plus rien. Tu es parfois en surmenage, parfois tu t'ennuies parce que du surmenage, il y a plus rien d'un coup. oui. Mmh. C'est très difficile à gérer et ça prend du temps. Moi, je me vois bien souvent comme un funambule. Je marche sur un fil et je fais attention de ne pas tomber. Oui.
quand je sens que les projets, parce que j'ai de la chance de travailler dans un secteur qui me plaît, bah, il y a toujours quelque chose qui me donne envie, qui me motive, qui m'excite. Sauf que quand je sens que ça me stimule trop, bah, généralement, je sais que je vais déconner quoi, derrière. Donc, j'essaie de me calmer, de me dire que je peux pas tout faire en même temps. Je regarde mon planning qui est déjà surchargé et je me dis, bon, on va essayer de voir ça. Comment ce projet que j'ai envie de faire dans la semaine, je pourrais pas le planifier sur peut-être 2 ou 3 mois pour essayer de calmer les choses, les ardeurs. Et depuis que je fais ça, ça fonctionne mieux et je fais plus de trucs. Et je pense que c'est ça, une des clés, c'est vraiment ne pas se dire faut tout faire d'un coup. Il faut vraiment faire du rétro-planning. Petit à petit. Voilà, il faut vraiment étaler le travail. Donc réserver des créneaux pour des choses dédiées. Alors je dis ça, mais là j'essaye de faire pareil, j'ai des nouveaux projets en tête. J'arrive pas à me consacrer le temps que je voudrais pour ça, mais bon, bah, j'essaie de poser quand je prends des vacances, parce que maintenant je prends des vacances. Pareil, ça aussi, je tiens à Ok. dire que Et t'arrives à déconnecter. c'est super dur. Les vacances, alors c'est un concept, donc pour les entrepreneurs, vous comprendrez. C'est une option. C'est une option, Ouais. voilà. Donc des vacances, ça veut dire que nous ne sommes pas payés, moins le chiffre d'affaires qu'on perd. Mm. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc on est 2 fois perdant pendant les vacances. Et ça, pour moi, c'était intolérable pendant beaucoup d'années. Donc je prenais quasiment jamais de vacances, ou finalement, je prenais des vacances quand j'étais malade. Donc c'était des vacances par dépit. Forcé, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça, t'en profites pas, t'es alité, ça va pas du tout. Et depuis cette année, donc j'ai atteint un point de maturité absolue, j'ai décidé de m'accorder des vacances en période scolaire. Donc j'essaye de prendre toutes les vacances scolaires, mais alors la première semaine, parce que c'est souvent par 2 semaines, la première semaine des vacances scolaires, je fais des nouveaux projets où j'arrête les cours de chant, je fais les autres projets liés à mon entreprise. Et la deuxième semaine, je ne fais rien, j'essaie de couper. Au début, c'était très dur. Bah oui. Et là, je commence à réussir à trouver que je peux déconnecter, trouver qu'il y a d'autres intérêts dans la vie que notre petite entreprise. Mais c'est vrai que quand on est dedans, c'est enthousiasmant, mais du coup, on est à fond et on lâche pas, quoi. Quand tu prends des vacances, il y a le souci aussi, c'est que t'as les mails, les WhatsApp et tout. Oui, Et comment tu fais pour couper ça, du coup? c'est dur. Alors là, je vais mettre dans ma signature mail que je suis en congé. C'est-à-dire que quand on m'envoie un mail, il y a un mail automatique. Comme les gens normaux, comme les gens qui sont salariés, Oui. quand tu leur envoies un C'est mail et vrai. qu'ils sont en congé, il y a marqué « Je reviens tel jour, merci de me rappeler à ce moment-là » ou « Je prendrai connaissance de votre email à partir de telle date ». Bah ça existe. Donc ça, il faut l'utiliser en fait. Et ensuite, pendant les vacances, quand alors moi, j'ai des contacts effectivement par mail ou par Insta. J'envoie un petit mot pour dire que je reviens vers la personne tel jour, ou plus tard. Et je note sur ma to-do list. Du coup, j'ai une grosse to-do list en sortant de rentrant, vacances. ouais. J'ai une énorme to-do list qui parfois m'angoisse. Mais au moins, je me dis, ça, c'est. Une fois que j'ai noté sur ma to-do list, ça me sort de la tête. Et du coup, je peux aller faire du vélo, faire je sais pas quoi, enfin autre chose. De la musique, mais pas pour le travail. Je peux faire d'autres choses. Ok. Donc la to-do list, je la conseille. Oui. Bon, il faut pas la regarder parce qu'elle fait flipper. C'est une montagne de to-do list. Oui. Voilà. Et quelles sont tes ambitions futures? Mes ambitions futures. J'ai un projet, c'est de faire des vidéos pédagogiques. C'est un projet que j'ai depuis 4 ans à peu près. Et je n'arrive absolument pas à me consacrer à ce projet par manque de temps et par souci de légitimité. Parce que c'est super intimidant, je trouve, comme exercice.
Mais donc voilà, j'ai cette ambition de faire des vidéos pédagogiques. C'est quelque chose qu'on me demande. Parce que moi, j'ai de la chance, c'est que finalement, c'est les gens qui me suggèrent ce que je peux faire. Moi, je m'invente pas trop. Je me voilà, je me projette pas forcément sur des choses, des défis. Mm. Mais on m'a demandé des vidéos pédagogiques et je me suis dit que c'était pas bête du tout, que c'était un exercice qui me plairait bien. Mais c'est très dur à faire parce que lorsqu'on fige quelque chose sur une vidéo, bah, il paraît qu'on peut plus la corriger, quoi. C'est pour de vrai. Et moi, comme je suis quelqu'un qui, en tout cas sur le chant, j'aime bien évoluer, changer mes méthodes. Rien n'est figé pour toujours. Donc je me dis, faire une vidéo, ça veut dire que je dois figer une façon d'expliquer. Mais bon, je vais y arriver. Je travaille dessus. J'ai fait un rétro-planning. Je ne l'ai absolument pas respecté. Mais là, il y a des vacances scolaires qui arrivent et j'ai prévu de consacrer du temps à ce projet-là. Donc voilà. Et j'essaye pour une fois aussi de ne pas travailler toute seule. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent tout seul. Et là, j'ai une amie qui se forme également pour devenir prof de chant, qui va m'aider pour vérifier moi ce que j'ai prévu de dire, que ce soit abordable, que ce soit pas trop technique, parce qu'il se passe plein de choses dans les vidéos, mais je veux pas que ce soit pénible. J'ai envie qu'on passe un bon moment en fait, comme en cours. En cours, je dis souvent, j'aime pas travailler. Moi, les cours, je m'amuse. Voilà. Et qu'est-ce que tu traverses quand tu donnes tes cours, quand tu coaches sur scène, en termes d'émotions? Qu'est-ce que je traverse? Alors, ça dépend des casquettes. C'est-à-dire que quand je fais de la compta, il y a des choses qui me traversent. Voilà, mais c'est pas forcément très épanouissant. Encore que ce soit satisfaisant une fois qu'on a fini notre compta. Oui. Ça, c'est sûr. ça c'est satisfaisant. Oui. Voilà. Non, quand je donne des cours de chant, j'aime beaucoup le lien que j'ai avec les gens. Et en fait, je m'amuse. Vraiment, j'ai du mal avec le concept de travailler tous les jours. Donc, du coup, j'ai décidé de m'amuser tous les jours. Et je chante tous les jours avec des gens dont j'ai la chance. J'ai des élèves super agréables. J'ai cette chance, je ne travaille qu'avec des gens que je kiffe. Je n'ai pas d'élèves pénibles ou désagréables où en fait ça ne fonctionne pas généralement avec ces gens-là, ils partent très vite. Voilà, donc c'est très rare. Donc conclusion, je ne travaille qu'avec des gens super. Donc au lieu de me dire je vais y travailler, bah, je me dis je vais voir un tel, et puis après bidule. Et conclusion, je passe mon après-midi à chanter avec des gens super. Donc au niveau émotion, c'est plutôt positif, il n'y a pas trop de stress, tout va bien. Quand je fais de la session, donc là c'est de la commande. Donc par exemple là dernièrement, je travaillais avec un type qui m'avait envoyé une démo vocale. Et donc moi je dois réinterpréter ce qu'il a fait. Sauf qu'on comprenait rien du tout à sa démo, mais rien du tout, avec des sons vraiment étranges. Et il m'avait mis, c'était un Américain, et il m'avait mis des expressions en américain que je ne comprenais pas. Et j'avais beau traduire dans tous les sens, je ne les comprenais pas. Donc j'ai une amie bilingue, je lui ai demandé, et elle non plus ne comprenait pas. Et je me suis dit, ah, je suis mal barrée là. Oui. Conclusion, je me suis dit, non, parce que je lui ai demandé au type, je lui ai dit, je suis française, je comprends pas ton explication. Et on a un petit chien qui Il passe. a envie de faire un podcast aussi, je crois. C'est clair. Donc je dis à l'Américain que je suis française, que je comprends pas son explication. Il me sort un truc qui est encore moins compréhensible. Je me dis que vraiment il fait pas d'effort et qu'il sait pas ce que c'est que de parler une autre langue. Et ben c'est pas grave, j'ai fait une démarche artistique. Donc là c'était le saut dans le vide. Je lui ai fait, j'ai improvisé un truc. Finalement c'était ce qu'il voulait. Donc j'ai eu du flair sur ce coup-là.
Mais voilà, pour les commandes, il y a un peu plus de trac, il y a un peu plus de... faut que j'honore la vision de quelqu'un que je ne connais pas, surtout quand c'est du virtuel et que la personne, elle est d'une autre culture. Je dis ça parce que c'est vraiment très intéressant, mais c'est intimidant parce que les Américains travaillent d'une certaine façon, les Australiens, les Japonais d'une autre, et ils communiquent pas de la même façon, ils expliquent pas les mêmes choses. Donc là, c'était ça. Après, en concert, je suis toujours hyper contente, hyper motivée. Je suis pas trop traqueuse, donc ça va. Voilà, et on a fait le tour, je pense, des sentiments que je traverse. Oui, je crois. On parlait de ton thé, du coup, avant que tu as créé. Oui, ma tisane. La tisane, comment elle est venue? Peut-être ça oui. aussi. Alors, en fait, je voulais, pour uniquement moi-même, une tisane spéciale chanteur. Et toutes les tisanes pour les chanteurs sont à base de thym. Et je peux pas blairer le thym. Ok. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, le thym, c'est super pour la voix, pour plein de choses. Mais j'aime pas ça. Donc, j'en ai tellement bu, je pense que ça m'a écœurée. Et pour moi, ça a un goût de médicament. Ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, je vais créer ma propre tisane pour moi. J'ai commencé à me renseigner sur les plantes que je voulais mettre. Et en fait, en parlant, là encore, mes élèves m'ont dit « Ah, mais c'est super intéressant, j'aimerais bien en avoir. » Et ça a un peu fait son chemin. Et je me suis dit, je pourrais peut-être créer une tisane que je pourrais vendre également dans le cadre de mes activités, un peu comme un merch ou un goodies. Je l'ai presque vu comme ça au début. Ouais. Et donc au début, je voulais créer la tisane toute seule, sauf qu'en fait, et heureusement, en France, on n'a pas le droit de vendre de l'alimentaire, Alimentation. de l'alimentaire si on n'est pas diplômé, si on n'est pas certifié. Et heureusement d'ailleurs. Donc, je me suis tournée vers une herboriste et je lui ai raconté mon projet. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ces plantes-là, mais je ne sais pas si leur effet s'annule. Je ne sais pas si c'est laxatif. Je ne sais pas si... Voilà. Parce que je me suis dit, vu comme je suis chanceuse, ça se trouve, je veux des plantes qui, à haute dose, vous rendent malade. Ouais. Donc voilà, je me suis vraiment positionnée comme ça. Et en fait, elle était super contente de travailler avec moi sur ce projet. Elle m'a proposé une recette que j'ai validée immédiatement. Donc, je ne l'ai même pas fait goûter à mon entourage, alors que normalement, c'est ce qu'on fait. Avant de valider ce genre de choses, on fait goûter. Moi, j'ai adoré. Donc, c'est une tisane qui a 3 effets. Là, je fais la pub, hein. J'ai le droit un peu. Oui. Bien sûr. Donc, elle agit sur les voies respiratoires, les cordes vocales et également sur les reflux gastriques, donc les 3 zones qui créent finalement la fatigue vocale. Et donc, moi, je connaissais pas le goût des plantes que je voulais, parce que ça aussi, avec les dosages, on ne sait pas quel goût ça a. Mais je voulais pas que ça ait un goût de médicament. J'ai vraiment été traumatisée par le thym, c'est ça. Et donc, elle m'a mis des petites notes de cassis dedans. Conclusion, c'est une tisane qu'on peut boire à 4 heures et en cure spéciale pour le chant. Donc, moi, je suis très contente de cette tisane. Et d'ailleurs, je me suis dit que si ça marchait pas, c'était pas grave, j'allais boire tout mon stock. Voilà, et finalement, ça marche. Et c'était il y a combien de temps, ça? La tisane, ça fait 2 ans... Ouais, 2 ans à peu près. Et comment on peut s'en procurer? Alors, sur mon site internet, parce que c'est moi le revendeur principal, mais on peut en trouver également, en fait, j'ai un revendeur, léger revendeur, puisque c'est au Mans, au Silo. Donc, c'est un studio de répétition. Et là-bas, il propose de goûter l'élixir du chanteur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on peut effectivement acheter quelques sachets là-bas. Ok.
Voilà, comme ça, les chanteurs, à leur pause, au lieu de prendre une bière, ils peuvent prendre une tisane du chanteur. C'est même mieux pour la santé. Voilà, c'est mieux pour la santé. Et petite question, est-ce qu'on peut en boire même si on chante pas? Ou c'est Ah vraiment oui, fait pour? ah bah, c'est bon, franchement, avec un petit brownie, tout ça, un petit cookie, Ok. ça marche, voilà. C'est juste que c'est vrai que ça a des propriétés pour la voix, mais si tu la trouves bonne, fais-toi plaisir, n'hésite pas. Ok. Et je dois quand même avouer, ça ne fait pas chanter juste. Ça ne, ça Mm. C'est pas ça ne magique. joue C'est pas pas de la là-dessus. magie. C'est pas de la magie, voilà. Je veux pas faire de la pub mensongère. Ok. Ok. Et bon, du coup, on repasse sur les parties de ton métier. D'accord. Et où, du coup, tu l'exerces dans... Est-ce que tu as vraiment des studios de répétition ou est-ce que c'est chez toi Alors, je donne beaucoup de cours en ligne. Donc, je travaille en télétravail. C'est absolument incroyable. Mm. Je travaille de chez moi. Comme ça, j'ai des élèves dans toute la France et puis même à l'étranger. Et je travaille en présentiel un petit peu donc, au Mans, donc au fameux silo, au studio de répétition de Arnage. Enfin, Arnage ou Le Mans, je ne sais pas trop où ça se situe. C'est un peu entre les deux. Ça Ouais, c'est doit un être peu un entre peu... les deux. Ouais. Ouais. C'est entre les deux. Mm. Et autrement, je travaille également, je suis en déplacement sur Paris. Voilà, je suis souvent en déplacement quand même. Ouais. Donc voilà, quand je donne des conférences, c'est masterclass. Mais pour les cours, c'est principalement Le Mans et en ligne. Et est-ce que tu peux nous raconter une ou plusieurs anecdotes un peu folles, un peu. Enfin, des anecdotes qui te viennent comme ça Alors j'ai réfléchi à cette question parce que c'est vachement compliqué en fait. Eh oui. Et avec tous les gens du coup que tu dois voir, bien eu des gens un peu. Ah oui, j'ai vu des gens bizarres, j'ai vu des gens très bien. On va éviter de parler des gens très bien, hein, on est là pour parler des gens bizarres. C'est ce qui nous C'est intéresse. ce qui nous intéresse. Non, les anecdotes, je pense que j'en ai deux que j'ai retenues. La première, c'est lié à mon activité de coach vocal, puisque je coach des magistrats, donc les magistrats de la Cour d'appel de Paris, donc de Rennes et d'Angers, et également quelques magistrats de la Cour de cassation. Donc ce sont des gens qui ont vraiment une très bonne expérience de l'oralité. Et travailler avec eux, c'est vraiment c'est un super travail. Enfin, j'adore ce que je fais avec eux. Mais ce qui est plus rigolo, c'est la façon dont je suis tombée dedans. Parce que Oui. c'est ça surtout qui est Oui, j'étais en rigolo. train de me poser la question justement. Voilà, comment on se retrouve là-dedans. Surtout que moi, j'ai ma petite allure avec mes piercings. Je suis toujours habillée en noir. Enfin bon, on aura bien compris le schéma. Et voilà que je débarque à la cour de Mm. Paris. Mm. Et en fait, l'anecdote, c'est que, et je trouve ça important d'en parler, j'étais à un barbecue chez un copain. Ah oui. Et entre deux merguez, il y a une fille que je ne connaissais pas. Et je commence à parler avec elle de mon activité. Et en fait, elle commence à me parler de la sienne. Et elle, il se trouve qu'elle était responsable de formation des magistrats de Paris. Mais sur le moment, on ne voit pas qu'on peut travailler ensemble. On ne voit Mm. pas qu'il peut y avoir un lien. C'est lunaire, quoi. On est tellement dans des sphères différentes. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'on discute, c'est qu'on se trouve hyper différentes l'une de l'autre. Mm. Et en fait, on rigole comme ça sur le sujet. Et puis moi, je lui dis que j'ai quand même travaillé avec des conférenciers. Et puis enfin, petit à petit, de fil en aiguille, elle me dit, mais tu pourrais pas faire chanter les magistrats? Je dis, alors les faire chanter, peut-être pas. Je dis, par contre, travailler sur l'oralité. Et donc, on était à moitié pompette, entre deux merguez. Voilà. Et on s'est retrouvés en train de planifier un espèce de programme de formation pour les magistrats de Paris. Mais on rigole bien, voilà, franchement, on rigole bien. Je me dis, c'est sans suite. On s'échange nos coordonnées et tout. Mm. Et puis, en fait, elle m'envoie un message et puis elle me dit, j'attends toujours ta proposition, ton plan. Là, je me dis, merde, elle a pas oublié. C'était pas... C'était sérieux, en fait. C'était super sérieux. Et je me suis penchée sur un programme de formation, donc une plaquette que je lui ai envoyée.
Ça lui a beaucoup plu, elle a fait remonter à ses supérieurs et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans le catalogue des formations, donc de l'École nationale de magistrature, C'est drôle. grâce à 2 merguez. C'est fou. Voilà, donc ça, je Mm. trouve que c'est une anecdote assez folle. Mm. Et puis quand j'ai débarqué là-bas, elle a été toute fière de dire bon, vous allez voir, Jessie, elle est un peu spéciale, hein, mais ça va le faire. Parce que forcément, on vient pas du même monde. Mm. C'est des gens. Enfin, je vais pas faire une généralité parce que vraiment, les magistrats, il y a des gens exceptionnels que j'ai rencontrés. Mm. Mais on est sur des gens. C'est le haut du panier, quoi. Oui. Ils s'expriment extrêmement bien. C'est vraiment incroyable. Donc, travailler avec eux, c'est vraiment une chance. Mm. Et voilà. Et en fait, ce que je trouve que l'anecdote, enfin, la morale là-dedans, c'est qu'en fait, il faut parler de ce qu'on fait quand on est entrepreneur. Il ne faut pas hésiter à créer du lien et rester ouvert aux opportunités complètement improbables. Mm. Parce que là, Ah oui. je m'y attendais pas, quoi. Surtout, voilà, pompette et tout. Je l'avais jamais vu. Donc voilà, ça c'est l'anecdote par rapport au coaching. Et puis j'avais pensé à une autre anecdote un peu plus roots, celle-ci. C'est donc je suis chanteuse session et je m'étais rapprochée d'un groupe pour jouer avec eux. Et en fait, on n'a pas eu d'audition. Et mon audition, bah, je l'ai faite sur scène en festival Pendant le show. Ah oui. pendant le show. Voilà. Ah oui. Donc il n'y avait pas de répète, il n'y avait pas de Oh, test. waouh. Et pour tout dire, quand je suis arrivée, le responsable du groupe, enfin le guitariste, ne m'avait pas vraiment présentée auprès des autres membres du groupe. Du coup, tout le monde croyait que j'étais une choriste. Ah oui. Donc je suis arrivée, tout le monde a cru que j'étais une choriste. Donc moi, j'ai pas cherché à contredire, dans le sens où dans le milieu métal, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de nanas qui chantent du métal extrême. Donc j'ai pas contredit, je me suis dit que de toute façon, ils verraient bien que j'étais pas la choriste. Mm. Et j'ai fait le concert. Et à la fin, j'ai regardé le guitariste et je lui ai dit « Alors, je suis prise ?» Et il t'a répondu? Il m'a dit oui. Il m'a dit Ah. oui quand même. Voilà, c'était sympa. Mais une anecdote, voilà, un peu plus rock'n'roll celle-là. Ah bah ouais. Mais t'avais déjà fait de la scène de toute façon ou... Oui, Oui, oui. Je fais de la scène depuis que j'ai 15 ans peut-être. C'était quoi ta première scène? La toute première scène, alors, j'étais petite, hein. Enfin j'avais 13 ans à peu près, 13-14 ans. Et c'était pour les Restos du Cœur, où je faisais de la guitare et du chant. Et c'était un tout petit concert pour les Restos du Cœur. Mais je m'en souviens encore parce que c'est vrai que c'était ma première scène, donc ça marque. Et ça s'était bien passé. J'avais eu un peu le trac quand même. Bah oui, surtout à 13 ans, je pense. Oui, c'est ça. Mm. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ce que tu fais? Je pense que c'est le fait d'être diversifié. Du coup, je peux pas m'ennuyer. Je m'ennuie jamais et je suis toujours en train de rééquilibrer ce que je fais. Il y a des périodes où je trouve que j'enseigne trop. Dans ces cas-là, je réduis un peu mon volume d'heures d'enseignement et je fais plus d'artistique. Puis il y a des moments où c'est l'inverse. Je fais trop d'artistique parce que ça arrive aussi. Il faut savoir que j'adore vraiment enseigner. Et du coup, bah, je baisse l'artistique et je remets des heures de cours. Et ça, j'aime bien le fait de pouvoir moduler mon temps, mon travail finalement. C'est moi qui gère le volume d'heures et d'implication. Et ouais, c'est ça que je préfère, je crois. La liberté. En même temps, c'est pour ça qu'on est auto-entrepreneur aussi. Enfin, c'est parce qu'on est libre, quoi. Oui, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Mais bon, il y a les plus et il y a les moins. Ça, c'est Oui. Bah, important. c'est un peu le piège aussi, quoi. Voilà. Et si on fait trop de choses, et ben après, on se crame. Ça, c'est important aussi. Il faut faire attention. Et qu'est-ce que tu aimes le moins du coup? Qu'est-ce que j'aime le moins? L'URSSAF. Oh. C'est sûr qu'on n'est pas dans le bon pays pour. Voilà. Oui. Non, et encore que, voilà, je dis ça, mais je pense que
le statut d'entrepreneur est heureusement bien pensé et heureusement qu'on paye des cotisations et tout ça. Donc c'est juste, ça fait pas plaisir de passer à la caisse, c'est Mm. tout. Voilà, mais on va pas se mentir. Non, ce que j'aime le moins, c'est en fait le statut au niveau de la reconnaissance dans la société. Mm. Parce qu'en étant entrepreneur, moi par exemple, je n'ai pas eu accès au logement, je n'ai pas accès au crédit. Mm. Je trouve ça discriminatoire et totalement injuste. Donc j'ai pas accès au logement parce que soit je gagnais pas assez, soit il n'y a pas de garantie de revenus. Voilà, parce qu'ils veulent des CDI. Mm. Donc ça c'est compliqué, surtout quand finalement on a un conjoint qui est également marginal. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc de ne pas avoir accès au logement, je trouve que c'est quand même grave. Mm. Et par la même occasion, les crédits, c'est compliqué. Et par exemple, pour un crédit maison, parce qu'on ne peut pas se loger, donc du coup, on se dit, donc on peut pas se loger en tant que locataire, donc on se dit, on va acheter une maison. Mm. Et là, la banque nous explique qu'elle va pas nous compter comme apport du dossier. Enfin voilà, je me suis retrouvée rejetée de certains dossiers. Mm. J'ai trouvé ça mais complètement dégueulasse, quoi, alors que je paye des impôts. Bah ouais. Voilà. Bon, j'ai quand même réussi à avoir un crédit, donc j'ai trouvé une banque qui est acceptée, mais Ah. mais c'est ce genre de choses que j'aime le moins, c'est la reconnaissance dans le pays. Alors qu'être entrepreneur, ça fait quand même de gros sacrifices. Enfin, on est autonome, on essaie d'être indépendant financièrement. Mm. On charbonne pour nous, mais on charbonne quand même. Et de l'autre côté, on nous tape un peu sur les doigts sur ce type de choses. Voilà, bon, après, je regrette rien, mais c'est ce que j'aime Oui. le moins. Oui. Après, je sais qu'il y a des organismes, c'est pas toujours du portage salarial ou des choses comme ça qui te permettent de, en tant qu'indépendant, de transformer ça en CDI. Mais Oui, voilà, il y a le portage ouais, salarial, mais c'est détourner le problème. oui, C'est mentir à la banque. oui, Mais je oui, sais qu'il y en a beaucoup qui le font. J'ai été tentée, je vais pas le mentir, parce mm, qu'à un moment, s'il nous faut un fameux CDI magique, on a envie d'aller le chercher. mm, Mais non, dans mon cas, j'ai eu l'occasion de ne pas passer par ça pour mm, avoir ce que je veux. Mais c'est vrai que dans la vie courante, si j'ai besoin de faire un crédit pour des travaux ou je sais pas, pour une bagnole, mm, ça devient tout de suite un peu plus compliqué que quelqu'un qui a un CDI. mm. Voilà, ça m'agace. Parce que j'ai plus 20 ans et donc maintenant, j'aimerais passer outre et faire les choses de façon indépendante. C'est le même problème avec l'intermittence. Oui. Voilà, c'est ça. Mm. Est-ce que tu as eu des moments de doute depuis que tu t'es lancé? Oui, oui, j'ai eu des moments de doute. Alors, pas de... J'ai eu des moments de doute sur moi, mais pas sur mon activité. Mm. C'est-à-dire que mon activité, elle a toujours fonctionné un peu toute seule. Après, c'est parce que je suis le courant. C'est-à-dire que moi, dès que je vois une opportunité, je la saisis. Et c'est pour ça que je me laisse porter et que je me retrouve maintenant à travailler avec des magistrats, par exemple. Mm. C'est parce que je me laisse porter par ce qui se passe. Et ça, j'ai plutôt confiance en cette bonne étoile. Je vais appeler ça comme ça. Par contre, j'avais des doutes sur moi, sur ma capacité à gérer, à tenir le bateau. On peut compter que sur soi. Oui. Voilà, et suite au burn-out, j'avais très peur de retomber malade. Enfin voilà, de tomber malade. Je me disais, oh mon Dieu, mais du coup, je pourrais plus payer mon loyer. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, des angoisses. J'avais vraiment des angoisses par rapport à ça. Et puis finalement, une fois que j'ai retrouvé un peu confiance en moi, je suis repartie. Et voilà, donc les doutes vont être encore un petit peu à ce niveau-là, en me disant qu'est-ce qui va se passer si je tiens pas la route, Mm. si je m'écroule, Mm. parce que si c'est pas moi qui fais, personne va faire.
Oui. On est les seuls. On est les moteurs. On est moteur et parfois, on fatigue un peu, donc on n'est pas toujours moteur. C'est là où on a l'employé et le patron à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc parfois, je laisse un peu l'employé s'exprimer pour pas être que la méchante patronne, parce que ça ne fonctionne pas, que la méchante patronne. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait faire du coaching vocal ou se lancer? Oui. Pour se lancer en tant qu'entrepreneur ou en tant que coach vocal? Oh, les deux. Les après. deux. Pour les deux. Oui. Déjà, pour être coach vocal, moi je dirais qu'il faut se former. C'est super important. Donc moi j'ai eu mes classes de conservatoire, j'ai ensuite fait de la pédagogie. Je me suis vraiment penchée sur sur des questions pédagogiques et sur des questions techniques pour être sûre que je pouvais transmettre quelque chose de cohérent et de juste, parce qu'on a la santé quand même vocale des gens en face. Surtout en chant saturé, je vais pas mentir. C'est quand même un petit peu plus technique. C'est plus à risque, je vais le dire comme ça. C'est plus à risque que les autres types de chants, parce que j'enseigne aussi le chant lyrique et le chant actuel. C'est pour ça, mais on risque moins de se blesser. Bon, on peut, il y a des bourrins partout, mais mais voilà. Donc ce serait surtout bien se former et trouver sa propre façon d'enseigner. Ça, c'est important pour être un bon coach vocal. En tout cas, c'est ce que je pense. Et en tant qu'entrepreneur, moi, je dirais qu'il ne faut pas oublier que finalement, le capital de notre entreprise, c'est nous. Donc se remettre vraiment au centre de l'aventure, donc de l'aventure entrepreneuriale. Si on est en forme, l'entreprise, elle ira bien. Si on est fatigué, l'entreprise, elle ira moins bien. Mais c'est nous, notre capital. Et moi, il y a ce que je fais qui me tient sur les rails, en tout cas, c'est que je me projette sur 1 an et sur 5 ans. C'est comme si je faisais un business plan régulier, mais non pas sur des chiffres. Bon, ça m'arrive aussi, mais sur des aspirations. Et je me dis, dans 1 an, comment je me vois par rapport à mon activité? Est-ce que je me vois faire autant de déplacements? Est-ce que je me vois faire autant de cours? Est-ce que je me vois faire plus de ci, plus de ça? Et comme ça me permet de jauger un petit peu ma cadence de travail. Et si je réalise que dans 1 an, non, j'ai pas envie de faire autant de déplacements, je vais commencer à développer mon activité pour rester davantage sur la région. Et inversement, si finalement je me dis dans 1 an, j'ai envie de faire le tour de France, je sais pas moi, des cours d'appel, je développerai ça en conséquence. Donc toujours être à l'écoute de ces aspirations pour aller plus loin dans la motivation de l'entreprise. Voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Que ce soit le chant, Tout ça. Tout. Parce que je fais plein de trucs. Sur mon site internet, avant tout. Donc, jessievignol.com. Ensuite, on peut me suivre sur Insta et sur Facebook. Voilà, il y a un peu tout. Avant, je scindais les univers, donc il y avait une page pour chaque truc. Et ça, j'ai arrêté, puisqu'au final, mon entreprise, c'est moi, et c'est plein de choses différentes. Et j'ai décidé de tout mêler. Et ce qui fait que les gens découvrent aussi ce que je fais à côté. Donc, les gens qui viennent plus pour le classique vont découvrir que je fais du métal, que j'ai une tisane. Ceux qui sont là pour des coachings en tant qu'orateur, ils découvrent que je suis musicienne. Et ça permet de faire connaître les autres casquettes. Et je trouve ça très chouette. Je crois qu'on arrive sur la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'avoir pu enfin inaugurer en vrai ce studio mobile.
Ça, c'est une grande chance. Merci de votre accueil. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Bah, merci à toi. Bah oui, merci. Merci. On mettra tous les petits liens en description. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut.